Salut, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à vos questions concernant mon grand oral de mathématiques et de NSI également. Alors mon grand oral de mathématiques a apparemment pas mal plu, hein. J'ai atteint mon record de vues sur ma chaîne YouTube et donc vous avez été assez nombreux à poser des questions ou suggérer des modifications. Je vais donc répondre à tout ça. Alors avant, il faut savoir que j'ai passé mon grand oral, hein. J'ai eu mon bac avec mention très bien, je suis super content. Mais bon, sur mon grand oral, je suis tombé malheureusement sur le sujet de NSI. Bon, c'est bien, hein, mais c'est pas celui que je voulais. Et bon, c'est pas grave, je m'en suis très bien sorti puisque j'ai eu 19 quand même. Ça, c'est en partie grâce à vous, au soutien que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube, évidemment. Donc merci. Mais je vais quand même commencer par parler du grand oral de mathématiques. Et donc, je vais répondre aux questions que j'ai reçues sous cette vidéo. Hein, il y en a pas mal, donc on y va. Première question de Scratch Tuto qui me demande est-ce qu'il pourrait y avoir un développement de flèches qui se noterait du coup 2 flèches puis 3 flèches. Bah oui, hein, je l'ai déjà un petit peu expliqué dans ma vidéo, mais je vais le réexpliquer là puis rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors pour rappel, hein, la flèche, ça c'est l'opération que je définis comme étant avant l'addition, telle que x flèche x c'est égal à x plus 2. Voilà. Et quand on a a flèche b avec a différent de b, c'est égal au max, donc je mets la fonction max entre a et b, plus 1. Voilà, ça c'est la définition complète de l'opération qui est censée développer l'addition. Et donc ce que me demande ce commentaire, c'est si on peut du coup descendre encore en dessous et puis développer cette opération flèche. Bah oui, on peut le faire sans problème, hein. Ça j'ai déjà étudié la question évidemment. Mais là par contre les définitions seront beaucoup plus compliquées que ça. Alors on a toujours cette définition qui serait du coup x 2 flèches, parce que oui, du coup, le développement de une flèche, moi je le note 2 flèches, hein. Donc x 2 flèches x, ça serait du coup égal à x flèche 2. Ça serait toujours valable, hein, et ça c'est valable quelles que soient les opérations, quel que soit leur ordre, hein, l'addition, la multiplication, la puissance, c'est toujours la même définition, puisqu'en fait on se base justement sur cette définition-là, hein, pour définir toutes les opérations qui sont censées développer l'addition. Mais par contre, pour A 2 flèches B, là, on sait pas trop, hein, il n'y a pas vraiment de définition claire, hein, donc quand A est différent de B, et puis ça, on va le montrer. Du coup, voici un tableau de valeurs. Alors déjà, on part du principe que cette opération est encore une fois commutative, hein, de la même manière que la première flèche est commutative aussi. D'ailleurs, j'ai fait une grosse erreur, hein, dans ma vidéo de présentation du grand oral de maths. Hein, j'ai dit que l'opération une flèche était associative. C'est complètement faux, hein, elle ne l'est pas du tout. Ça se démontre facilement. Je vais peut-être en reparler d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Et du coup, notre opération double flèche ici n'est pas associative non plus, hein, donc attention, je précise bien. Alors là, on va pouvoir remplir facilement déjà la diagonale du tableau, hein. J'ai fait un petit trou. Alors 0 de flèche 0, du coup on se fie à la définition qui est là, 0 de flèche 0, on a le même x, hein. Donc c'est égal à 0 flèche 2. 0 flèche 2, hop, on lit cette fois-ci le cran au-dessus, 0 flèche 2, c'est égal à max entre 0 et 2 plus 1. Le max entre 0 et 2, c'est 2, plus 1, ça fait 3. Voilà, on a terminé. 0 de flèche 0, c'est donc égal à 3. On va faire la même chose pour 1 de flèche 1. 1 de flèche 1, c'est égal à 1 flèche 2. On regarde au-dessus. 1 flèche 2, c'est égal à max entre 1 et 2, plus 1. Max entre 1 et 2, c'est 2, plus 1, ça fait 3, encore une fois. Donc là, on a encore du 3. Ensuite, 2 flèche 2. Ah, là, 2 flèche 2, c'est un peu différent. On a 2 flèche 2, c'est égal à 2 flèche 2. Et 2 flèche 2, cette fois, on ne se fie pas à la définition du bas, mais à la définition du haut pour les flèches, hein. Donc 2 flèche 2, c'est égal à 2 plus 2, ça fait 4. Alors là, on remarque déjà quelque chose au niveau des deux, hein, c'est que quelle que soit l'opération,
ça fera toujours 4. 2 double flèche 2, 2 flèche 2, 2 plus 2, 2 fois 2, 2 puissance 2. En fait, ça fait tout le temps 4. Et ça, c'est simple à comprendre puisque c'est justement grâce à cette définition-là, qui est toujours la même quelle que soit l'opération, que x flèche x est toujours égal à x plus 2, donc quelle que soit l'opération. Donc on prend le 2, on rajoute 2, ça fait tout le temps 4. Tout le temps. Au niveau de cette case-là, avec le 2 et le 2, on aura toujours un 4 ici. Allez, on continue. 3, 2 flèches 3. 3, 2 flèches 3, c'est égal à 3 flèches 2. 3 flèches 2, c'est le max entre 3 et 2 plus 1. Donc le max entre 3 et 2, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Donc 3, 2 flèches 3, ça fait 4. Ensuite, 4, 2 flèches 4. 4 de flèche 4, c'est égal à 4 flèche 2. Le max entre 4 et 2 plus 1, c'est 4 plus 1, donc 5. Donc 4 double flèche 4, ça fait 5. Et maintenant, 5 double flèche 5, c'est égal à 5 flèche 2. Le max entre 5 et 2, c'est 5. Plus 1, ça fait 6. Donc ici, on met un 6. Voilà, on a commencé déjà à remplir la diagonale du tableau. Déjà, tu le vois, c'est déjà un peu étrange. La diagonale, elle n'est pas totalement uniforme. Ici, on a 2, 3 qui suivent, 2, 4 qui suivent, puis ensuite, on a un 5, puis un 6. Je te le dis, après, ça augmente, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Mais déjà, on se rend compte que ça va pas être simple déjà d'étudier cette opération, puisqu'on a quelque chose d'un peu compliqué. Puis ça, tu vas comprendre évidemment juste après pourquoi. Alors, on y va. On va commencer à remplir le tableau. Alors, on peut déjà commencer, pourquoi pas, par 4 de flèche 2. Alors, je vais l'écrire, 4 de flèche 2. On va procéder de la même façon que pour la table des flèches. 4 de flèche 2, le 4, on le connaît déjà. Le 4, il est ici. On peut le remplacer par 2 de flèche 2. Donc, je l'écris, c'est égal à 2, 2 flèche 2, 2 flèches, 2. Et là, cependant, avec la règle de l'associativité, quand on a 3 fois le même nombre, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rajouter les parenthèses, on part du principe que ça marche. Donc comme on a 3 2 qui se suivent dans la même opération, on peut le simplifier dans l'opération au-dessus, donc dans la flèche, 2 de flèche 2 de flèche 2, c'est égal donc à 2 flèches 3. Et 2 flèches 3, il suffit de le calculer, le max entre 2 et 3, plus 1, donc c'est égal donc à 3 plus 1, donc ça fait 4. Donc 4 de flèche 2 ici, je le marque, c'est un 4. Et donc comme c'est commutatif, 2 de flèche 4, ça vaut 4 aussi. On va faire la même chose pour 3 de flèche 1, pourquoi pas. Alors c'est parti, 3 de flèche 1, c'est donc égal à, alors le 3, il est ici, donc c'est égal à 1 de flèche 1. Donc c'est égal à 1 de flèche 1, 2 flèche 1. Voilà, ici on a 3 1 qui se suivent, ça vaut donc 1 flèche 3, 1 flèche 3, donc le max plus 1, c'est-à-dire 4. Donc 3 de flèche 1, ça vaut 4, donc je le mets juste ici, et je le mets ici aussi, puisque c'est commutatif. Insert the title later. Bon voilà, j'ai quasiment terminé de remplir le tableau de valeurs, toujours en utilisant la même technique. Seulement voilà, il reste des trous dans ce tableau de valeurs, des cases qui sont encore vides. Cette fois-ci, je vais essayer de les calculer devant toi. Alors, on y va déjà. Commençons par 0 de flèche 1. 0 de flèche 1. Alors, comment on va faire pour calculer ça? Déjà, ce qu'il faudrait, c'est remplacer le 1 par quelque chose. Par quoi on pourrait le remplacer, le 1? On peut le remplacer par rien du tout, puisque tu le vois, le 1 n'est présent nulle part dans le tableau de valeurs. Même pas au niveau ici du 0, dans la ligne du 0 ou dans la colonne du 0, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de 1. Et en fait, c'est pareil pour le 0. Le 0, on ne pourra pas le remplacer par des 1. Donc finalement, on ne sait pas trop, on peut remplacer par rien du tout, on ne peut pas utiliser cette technique de remplacement pour calculer la valeur de 0 de flèche 1. Donc cette case-ci, on ne sait pas combien ça fait. Et donc par commutativité, cette case-là non plus. Pareil, 0 de flèche 2, on essaye, le 2, est-ce qu'on peut le remplacer par quelque chose? Non, le 2 n'est nulle part dans le tableau, le 0 toujours pas. Alors
peut-être qu'il serait dans les négatifs, hein, si on prolongeait le tableau. Je te l'annonce, non, il n'est pas non plus dans les négatifs, donc on ne pourra pas faire de remplacement. Donc 0 de flèche 2, on ne sait pas non plus combien ça fait par commutativité, cette case-là non plus. On continue, 1 de flèche 2, 1 de flèche 2, le 1, on a dit qu'on ne pouvait pas le remplacer, le 2 non plus, pareil, on ne sait pas, par commutativité ici non plus. Et là, un cas quand même un petit peu différent, c'est celui-ci, c'est 2 de flèche 3. Alors là, le 3, il y est dans le tableau, hein, il y est même plusieurs fois, il y est ici et ici, hein, au niveau des 0 et des 1. Seulement voilà, là le petit problème, c'est que pour pouvoir calculer ça, il faudrait remplacer le 3. After some complications. Il faudrait remplacer le 3 par que des 2. Il faudrait qu'à la fin, il n'y ait que des 2 ou que des 3, hein, ça marcherait aussi, pour pouvoir remplacer l'expression dans l'opération que l'on sait déjà calculer, l'opération au-dessus, avec une seule flèche. Mais là, c'est pas possible, puisque le 3, on pourrait le remplacer ici que par des 1 ou que par des 0. Or, on a dit que les 0 et les 1, on ne pouvait pas les remplacer ensuite par quelque chose, hein, donc on ne pourra pas les remplacer ensuite par des 2. Et puis le 2, on ne peut pas le toucher non plus, puisqu'on a dit aussi que le 2, on ne pouvait pas le remplacer par quelque chose. Donc en fait, là, on est bloqué. Le 3, on aura beau le remplacer par des 0 ou par des 1, on n'arrivera pas à nos fins au final, et donc on se retrouve à nouveau coincé. Donc pareil, 2 double flèche 3, on ne sait pas non plus le calculer. C'est pourquoi on va mettre ici un point d'interrogation, et ici aussi. Alors voilà, il y a pas mal de mystères qui planent autour de cette opération, hein. Je n'ai pas encore percé tous ces secrets. Il y a aussi un truc assez amusant à voir, c'est que si jamais je prolonge ici vers des plus grands nombres là, le tableau, alors on aurait ici la valeur 18, ensuite on aurait 34, puis on aurait 66, etc. Alors, ces valeurs-là, en fait, c'est une suite en particulier, hein. Si tu regardes bien, 4, 6, 10, 18, 34, 66, en fait, là-dedans, il y a des puissances de 2 qui se cachent. 4, c'est 2 puissance 1 plus 2. 6, c'est 2 puissance 2 plus 2. 10, c'est 2 puissance 3 plus 2. 18, c'est 2 puissance 4 plus 2. 34, c'est 2 puissance 5 plus 2. 66, c'est 2 puissance 6 plus 2. Et ainsi de suite. Donc c'est amusant de voir qu'il y a même des puissances de 2 qui se cachent, l'opération puissance qui se cache en fait dans une opération qui est largement en dessous de la puissance, c'est largement en bas, c'est l'opération double flèche en dessous de l'addition, donc double flèche vers le bas, c'est, si je fais le calcul, 4 opérations en dessous. Donc voilà, c'est assez marrant, il y a une sorte de passerelle qui se crée entre cette opération double flèche et l'opération des puissances. Bon, je pourrais encore continuer descendre dans les opérations encore au-dessus, parler de l'opération triple flèche vers le bas, mais là on entre encore dans quelque chose d'encore plus compliqué, puisqu'il y a encore plus de cases vides dans le tableau de valeurs. C'est donc même presque plus intéressant d'en parler, donc je passe à la prochaine question, question de n'importe quoi. Alors, mais du coup, si on suit ton raisonnement, x plus 1 égale x, puisqu'on répète une seule fois le x dans l'opération flèche, il n'y a pas un petit problème. Que veut dire ce commentaire? Alors, j'ai dit que x plus n, c'est égal à, je vais le marquer là, c'est égal à x, flèche x, flèche, etc. Flèche x, avec le x que l'on répète n fois. Ça, c'est la définition de l'opération flèche. Et là, il y a un petit paradoxe qui se crée, puisque quand j'écris x plus 1, ça veut dire que je répète n fois, donc je répète une seule fois le x dans l'opération des flèches. Donc je le répète comme ça. X, du coup on a ce calcul là, x plus 1, c'est égal à x. Ce qui veut dire que si on fait moins x de chaque côté, que je fais x plus 1 moins x, je vais le noter après, est égal à x moins x, hein, donc je fais moins x ici et moins x de ce côté-là. On se retrouve donc avec 1 égale 0. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc là, c'est le petit paradoxe ici de l'opération flèche. Alors, que faire pour contrer ça? Il y a plusieurs solutions, hein. Soit on part du principe que cette chose-là est vraie, mais en précisant bien qu'ici on se situe dans le domaine des flèches, donc on peut mettre en indice
Ici, juste en bas à droite du X, on peut mettre un petit indice flèche comme ceci pour bien préciser dans quelle opération on se situe. Donc ça, c'est totalement possible. Dans ce cas-là, on n'aurait déjà plus le paradoxe qui est là. Ou alors, on pourrait même dire que ça, c'est pas possible, puisqu'on part du principe que cette définition-là, elle est vraie pour tout n différent de 1. J'ai même envie de dire que c'est pas vrai que quand n est différent de 1, mais quand n est même supérieur à 1, et quand n est même entier, puisque quand on a n 0,5, on ne peut pas répéter 0,5 fois l'opération flèche, donc il faudrait bien préciser d'ailleurs que n, il appartient à, alors on met des doubles crochets pour préciser qu'on n'est que avec des entiers, donc quand n appartient à 2, plus l'infini, donc on le note comme ceci, avec un double crochet. Donc cette définition-là, elle fonctionne que pour des n qui sont strictement supérieurs à 1, ou supérieurs ou égaux à 1, et pour des n entiers. Donc voilà, là on n'aurait plus du tout de paradoxe. Cette définition-là, du coup, serait donc vraie tout le temps. Ensuite, on a un commentaire de Mathias Boucher qui me donne des conseils et qui me dit que je pourrais aussi parler de l'associativité de l'addition en donnant des exemples avec des tableaux de valeurs. Alors, les tableaux de valeurs, j'en ai déjà fait, mais du coup, je vais parler de l'associativité, petite erreur que j'ai faite du coup dans ma dernière vidéo. Alors, pour montrer que c'est pas associatif, voici un exemple, un flèche 3, on essaye déjà de calculer un flèche 3. Un flèche 3, c'est le maximum entre les deux, plus 1, donc c'est égal à 3 plus 1, donc à 4. C'est donc égal à 4, je n'oublie pas de réécrire le flèche 3, flèche 3. 4 flèches 3, le max entre les deux c'est 4, plus 1, ça fait 5, voilà, 5. Et maintenant je fais dans l'ordre inverse, on va déjà calculer 3 flèches 3, donc je mets les parenthèses ici, 3 flèches 3. 3 flèches 3, c'est 3 plus 2, puisque je répète deux fois le même nombre. 3 plus 2, ça fait 5, donc je réécris 1 flèche 5. 1 flèche 5, c'est le max entre les deux, plus 1, c'est donc égal à 5 plus 1, et 5 plus 1, ça fait 6. CQFD, l'opération n'est pas associative, en tout cas de la manière dont elle est définie. On voit bien ici que, en fonction de là où on met les parenthèses, ça a une importance puisqu'on ne trouve pas le même résultat. Ensuite, un commentaire de Ange GR qui me parle de la fonction réciproque de ma flèche qui ne peut pas exister. Alors j'ai fait l'analogie avec la fonction puissance. Alors il me dit que ça ne fonctionne que sur les positifs pour la puissance. Oui, c'est vrai, puisque je vais tracer tout de suite la courbe de la fonction puissance. Je vais tracer surtout la fonction x au carré, la fonction carré que tu connais sûrement très bien. Donc je vais tracer une petite parabole. Alors moi je les fais très mal les paraboles en général. Voilà, là je m'en sors quand même plutôt pas mal. Voilà la fonction donc, x au carré, et puis je vais tracer maintenant la réciproque de cette fonction là, donc la réciproque c'est selon, donc ça je l'ai dit, l'axe en pointillé, donc en vert, ici l'axe d'équation y égale x, donc c'est une petite diagonale comme ça. Il suffit de tracer la symétrie donc par rapport à cet axe, et du coup on tomberait sur une parabole dans l'autre sens, qui ferait quelque chose comme ça. Et ça évidemment ce n'est pas possible, ça c'est pas la courbe d'une fonction, puisque par exemple si je prends ce point là, que je veux calculer l'image de cette abscisse, j'ai deux images possibles, j'ai chez les positifs et chez les négatifs, donc ça c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on a défini la fonction racine carrée comme étant une fonction strictement positive, donc c'est-à-dire comme ceci. Voilà, en bleu c'est la courbe à peu près de la fonction racine carrée. Donc évidemment il faut bien préciser que la fonction réciproque de x au carré n'existe que pour des x positifs. Prochaine question de Françoise Jadot qui me demande si Z, donc l'ensemble des antirelatifs munis de la flèche vers le bas possède une structure algébrique de magma. Un magma, ça correspond à un ensemble
ensemble qu'on note en général grand E et à une opération une loi interne, hein, on appelle ça une loi de composition interne, qu'on va noter généralement astérisque. Donc ça c'est un magma, c'est un couple en gros, ensemble, loi de composition interne. Et pour savoir du coup si mon opération flèche est une loi de composition interne dans l'ensemble des antirelatifs, donc je vais le noter, hein, l'ensemble grand Z, les antirelatifs, voilà. Et du coup, ma loi de composition interne, enfin mon opération flèche, ce que ce commentaire demande, c'est si jamais je compose des éléments des antirelatifs, donc des éléments de grand Z entre eux avec mon opération flèche, est-ce qu'au final, ça me redonnera toujours un élément de ce même ensemble. Voilà, j'ai noté la définition. Hein. Flèche est une loi de composition interne A grand Z, si et seulement si A flèche B est égal à C pour tout triplet A, B et C appartenant à grand Z au cube. Donc ça veut dire que si on pioche un élément de grand Z, hop, on l'écrit, on peut le remettre dedans. Qu'on pioche encore un élément de grand Z, hop, on l'écrit aussi, donc ça c'est notre B, on le remet. Et que qu'on compose ces deux éléments donc avec l'opération flèche, qu'on les met entre eux, donc A flèche B, et qu'on regarde le résultat. Si jamais le résultat, donc C, c'est aussi un élément de grand Z, quelles que soient les valeurs de A et de B, alors ça veut dire que notre flèche est une loi de composition interne à l'ensemble des antirelatifs grand Z. Et donc oui, c'est le cas, hein, quelles que soient les valeurs de A et de B dans grand Z, on tombe toujours sur un élément de grand Z, hein, un résultat C. Je vais te montrer avec des exemples, hein, par exemple, moins 1 flèche 4, je prends le plus grand des deux, plus 1, eh ben, ça fait 5, moins 3 flèche moins 3, donc on est toujours dans les antirelatifs, hein, moins 3 flèche moins 3, bah, c'est moins 3 plus 2, donc moins 3 plus 2 ça fait moins 1. En fait ça se démontre assez facilement, c'est que bah, dans la définition que je vais réécrire de la flèche, hein, c'est-à-dire que x flèche x c'est égal à x plus 2 et que bah, quand on a a flèche b avec a différent de b, bah, on prend le max entre a et b plus 1, donc ça c'est quand a est différent de b. Alors avec cette définition là, c'est impossible de tomber sur un nombre qui n'est pas antirelatif quand on n'a que des antirelatifs. Bah, si on a des antirelatifs ici, grand Z flèche grand Z, bah, ça veut dire qu'on a du grand Z plus 2, donc on va forcément encore avoir un élément des antirelatifs. Le fait de rajouter 2 A en antirelatif, bah, ça fait qu'il reste un antirelatif, il ne va pas devenir d'un seul coup un nombre décimal, bien que, je précise, hein, les nombres antirelatifs sont des nombres décimaux. Pareil, avec A flèche B, avec A différent de B, bah, si on prend le maximum des deux, si jamais c'est que des antirelatifs, bah, le maximum des deux, ça sera forcément un antirelatif, forcément. Et le fait de lui ajouter 1, bah, ça restera un antirelatif. Quand tu ajoutes 1 à un antirelatif, bah, tu retombes sur un antirelatif, hein, il n'y a pas de souci. On a fini du coup pour le sujet de mathématiques, je vais maintenant parler du sujet de NSI. Alors on a une seule question sur YouTube, mais je vais aussi parler des questions que moi j'ai eues le jour du grand oral, hein, de la part du jury. Alors une nouvelle question de Scratch Tuto qui me demande de réexpliquer le principe des courbes audio qui peuvent être compressées. Alors je vais réexpliquer tout ça. Donc dans ma vidéo, hein, je parlais des systèmes entre autres de compression des données pour que les fichiers prennent le moins de place possible. Et j'ai expliqué que pour des fichiers audio, bah, on avait des courbes, hein, des courbes sonores comme ça. Hein, ça, on voit ça normalement au début du lycée. Ça, voilà, c'est une courbe audio. Eh bien, on peut compresser ça, c'est-à-dire que là, c'est bien lisse, c'est bien parfait. Ça prend énormément de données puisqu'il faut évidemment prendre en compte tous les points de la courbe, mémoriser tous les points de cette courbe et puis mettre tout ça dans des données, et donc ça prend forcément énormément de place. Et donc pour compresser tout ça, bah, ce qu'il faudrait c'est réduire le nombre de points qu'on a sur la courbe. Admettons que là, bah, si je mets plein de points du coup sur la courbe, on est, je sais pas moi, un total de 800 points.
je vais le marquer comme ça, on peut sans problème réduire tout ça et dire qu'on va garder que, je sais pas moi, un dixième des points. Donc on peut faire en sorte qu'il ne reste plus que, au final, 80 points. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des intervalles sur cette courbe. Alors combien on va prendre d'intervalles? On va en prendre 80, c'est-à-dire que là, je vais faire 80 petits traits comme ceci. Chaque espace entre les traits, ça va désigner des intervalles dans lesquels on aura plusieurs points. En fait, c'est simple, entre chaque intervalle, on aura 10 points exactement, puisque là, on divise par 10. Je veux passer de 800 points à 80 points, donc entre chaque intervalle, il faut qu'il y ait exactement 10 points. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement un seul point dans chaque intervalle pour pouvoir compresser tout ça. Et donc, on a plusieurs choix dans le choix des points dans chaque intervalle. On peut choisir le point qui est le plus bas dans l'intervalle, le point qui est le plus haut, enfin, je devrais dire plutôt le point qui est plus à gauche et le point qui est plus à droite, puisqu'on n'a pas forcément de notion de hauteur. On pourrait choisir un point qui est plus au milieu dans l'intervalle, un point qui est légèrement entre les deux. Enfin voilà, on a plein de moyens de choisir les points, ce qui fait qu'à chaque fois quand on a fait notre choix, on se retrouve avec une courbe qui est du coup un peu comme ça. Évidemment, là, c'est une courbe qui est beaucoup moins belle, qui est compressée, faut le dire. Et donc, à chaque fois, on a choisi un point sur cette courbe. Admettons que ce point-là, il correspond en fait au point qui est là. Le point qui est ici, il correspond au point qui est là. Le point qui est ici sur l'angle, il est juste là, etc. Et ce que je devrais faire pour expliquer, c'est que je devrais carrément superposer cette courbe en escalier sur la belle courbe. C'est-à-dire qu'admettons qu'on choisisse ce point-là, on va lier ici là, puis lier ça, puis lier comme ça, puis ensuite lier comme ça. Donc voilà, je l'ai reproduite évidemment à peu près en rouge, c'est la courbe que j'ai ici faite en noir en escalier. Donc ce que j'avais pas très bien expliqué dans ma première vidéo, c'est quand j'ai parlé du choix des points que l'on faisait, parce que là, tu le vois, au début, j'ai choisi des points qui sont à chaque fois au milieu des intervalles, et j'aurais pu choisir des points qui se trouvent tout à gauche ou tout à droite de chaque intervalle. Parmi les questions que j'ai eues au grand oral de la part du jury, alors il y a eu notamment la question sur la compression des images, ça j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, donc je t'invite à aller la voir en cliquant ici. Puis j'ai eu des questions un peu vaches qui n'avaient pas vraiment de rapport en fait ni avec le sujet ni avec le programme de NSI. J'ai eu le droit par exemple à... Sur une carte Google Maps, comment sont définis le tracé des routes sinueuses? Il fallait que je parle des courbes de Bézier. J'ai eu le droit aussi à des questions du genre... Ces dernières années, il y a vraiment un déclin du format de fichier GIF. Vous savez par quoi il a été remplacé? Alors, le fichier GIF déjà n'est pas du tout en déclin, étant donné qu'on l'utilise de plus en plus dans notamment les messageries instantanées, que le format GIF. Je suis désolé, moi je suis team GIF. Ce sont des images animées la plupart du temps quand on utilise ce format-là. Et il voulait que je dise qu'il a été remplacé par le format PNG, en me disant notamment que sur internet, avant on n'utilisait que du GIF et que maintenant on n'utilisait que du PNG, ce qui est pas du tout vrai. C'est deux formats de fichiers qui ont strictement rien à voir. Le format GIF, il a ses propriétés, notamment une indication temporelle pour les pixels pour permettre de faire justement des animations. Il est également de moins bonne qualité puisqu'il n'y a une palette que de 256 couleurs, alors que pour les autres formats de fichiers images, il y en a 256 puissance 3, c'est-à-dire beaucoup plus. Et avec les fichiers PNG, tu peux pas faire d'animation. Enfin, c'est deux choses qui ont strictement rien à voir. On m'a demandé également comment on calculait la taille des fichiers images. Alors ça, je vais en parler. Admettons, je sais pas moi, une image qui fait 4 x 4 pixels. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Voilà une image de 4 pixels sur 4 pixels. Eh bien, ce qu'il faut, ça dépend évidemment du type de fichier, mais admettons ici un pixel là. Admettons qu'on soit dans du format JPEG, donc je vais marquer .jpg. Ce pixel là, il a 3 informations. Il a la quantité de rouge, la quantité également de vert, qu'on note en hexadécimal, et la quantité
de bleu. Et en hexadécimal, donc on l'écrit sur 2 chiffres. Mais tu le sais, hein, les fichiers informatiques, hein, c'est du binaire. Donc on a des 0 et des 1. Ce qui fait qu'en fait, on écrit sur 8 bits. Donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, par exemple, voilà, là on a 8 bits, hein, c'est un octet. Et donc ça, c'est un morceau de couleur. Donc ça correspond par exemple au rouge. Pour le vert, ben, on va avoir encore 8 bits, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, par exemple. Donc ça va être l'information du vert. Et pour le bleu, eh ben, on va avoir 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, par exemple. Donc la quantité de rouge, de vert et de bleu, ça forme du coup un pixel, ça forme la couleur d'un pixel. Et donc ça se note du coup à chaque fois sur, tu le vois, sur 1, 2, 3 octets. Donc la taille, le volume d'un pixel dans la mémoire d'un ordinateur, par exemple, bah, c'est 3 octets, en tout cas pour le format JPEG. Il suffit de multiplier tout ça par le nombre de pixels. Bah, ici, on a 16 pixels, donc on compte 3 x 16, 16, 32, 48. Ça nous fait une image qui fait 48 octets, tout simplement. Évidemment, on a des systèmes de compression en fonction du type de fichier, donc forcément ça va faire parfois moins. Hein. Je sais pas, s'il y a par exemple 3 pixels exactement de la même couleur qui se suivent, bah, c'est possible que ça soit compressé, et donc que ça prenne moins de place, et donc que l'information ne soit que sur 46 octets, hein, potentiellement. Voilà, en tout cas, j'ai terminé de répondre aux questions sur mon grand oral de maths et mon grand oral de NSI. Bon, cette vidéo était sûrement un peu longue, hein, je verrai au montage. Et en tout cas, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Et surtout, si tu étais en terminale, que tu as passé le bac cette année et ton grand oral, n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé. Je serais très curieux d'avoir les avis de mes abonnés sur leur expérience du baccalauréat 2021 qui était quand même un petit peu compliqué. Et évidemment, faut pas oublier de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!